Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez contre-intuitive, je trouve. Oui, bonjour. Comment une fortune immense, celle de Cornelius Vanderbilt, l'homme le plus riche de son temps, a pu s'évaporer en seulement 3 générations? C'est vrai que ça interpelle. Et ce n'est pas juste une anecdote, hein, c'est une tendance qu'on observe. Exactement. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces empires financiers s'effondrent souvent si vite. On va s'appuyer sur une analyse qui explore ces mécanismes. Et voir ce que ça nous apprend sur l'investissement à long terme. Finalement, peu importe le montant du patrimoine. Alors, la première explication qu'on entend souvent, c'est les héritiers gèrent mal, ils font de mauvais placements. Oui, le cliché de l'héritier dépensier et incompétent. C'est ça. On prend l'exemple des Vanderbilt, hein, leurs dépenses immobilières jugées folles, les manoirs gigantesques à New York, cette espèce de compétition familiale pour avoir la plus grande maison. Plus de 50 résidences de luxe, je crois. Oui, on se dit, bon voilà, l'argent est parti là-dedans. Alors, c'est vrai que c'est la première idée qui vient. Mais l'analyse qu'on a regardée montre que c'est souvent une fausse piste. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, ces fameux investissements immobiliers, la 5e avenue, Manhattan et la résidence The Breakers, eh bien, ils se sont révélés excellents. C'est vrai. Ah oui, la valeur de l'immobilier à Manhattan, par exemple, elle a été multipliée par 100 en un siècle. Ces actifs, aujourd'hui, ils vaudraient des dizaines de milliards. Incroyable. Donc, ce qui passait pour de la folie. Était peut-être paradoxalement leur meilleur coût financier. Mais même ça, ça n'a pas suffi. Donc le problème structurel, ce n'était pas vraiment la qualité des actifs en soi. D'accord. C'est vraiment contre-intuitif. Alors, si c'est pas les mauvais placements, qu'est-ce que c'est? L'analyse parle des dépenses, évidemment. Bien sûr, la différence entre le bon rentier, qui vide ses rentes sans toucher au capital, et le mauvais, qui lui, il grignote le capital. Exactement. Mais là où ça devient plus subtil, c'est que même en étant un bon rentier, juste vivre des rendements, ça ne suffit pas pour assurer la pérennité sur le très long terme. Ah oui. Pourquoi? Il y a plusieurs forces qui jouent contre. D'abord, l'inflation. On la sous-estime souvent, mais son effet cumulé est dévastateur. C'est-à-dire? Imaginez 100 millions de dollars de 2025 avec l'inflation qu'on a connue par le passé, ça pourrait ne valoir que 7 millions en pouvoir d'achat en 2100. Ah oui, quand même. Donc il faut générer un rendement nettement supérieur à l'inflation juste pour maintenir la valeur réelle. D'accord, juste pour rester à niveau. Voilà. Et ajouter à ça la division du patrimoine à chaque génération. S'il y a plusieurs enfants, il faut un rendement encore plus fort pour que chaque part conserve sa valeur. Logique. Sans oublier la fiscalité, bien sûr, notamment sur les successions. Et puis, idéalement, pour que la fortune garde son poids relatif dans l'économie mondiale, il faudrait viser un rendement qui égale la croissance nominale mondiale. Ce qui est de combien, à peu près? Historiquement, c'est autour de 6,5% par an, inflation incluse. Et encore, ça, c'est sans compter une marge pour les coups durs, les crises. Oula. Oui, ça fait beaucoup de conditions, hein. Ça veut dire que ce qui reste vraiment disponible pour les dépenses une fois qu'on a couvert tous ces coûts cachés, c'est finalement très peu. Très, très peu. Et là, on comprend mieux le contraste avec le train de vie des Vanderbilt, les yachts, les fêtes somptueuses, le personnel. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on appelle le vieil argent, l'old money, est souvent perçu comme frugal, presque radin. C'est une stratégie de survie, en quelque sorte. Dépenser pour une fête ou pour un bien immobilier qui peut prendre de la valeur, c'est pas du tout le même impact à long terme. D'accord. Donc les dépenses excessives, c'est un point clé. Mais il y a autre chose, non? Oui, absolument. L'autre grande cause identifiée, et que l'analyse juge presque impardonnable, c'est une aversion au risque qui devient irrationnelle. C'est-à-dire? L'auteur raconte une anecdote assez frappante. Un héritier milliardaire qui place des dizaines de millions sur un fonds qui rapporte quasiment rien, entre 0 et 1%. Par peur de perdre. Voilà, par peur, panique du risque, de la volatilité. Or, pour quelqu'un qui est déjà très riche, cette peur des fluctuations à court terme, elle est contre-productive. Pourquoi? Le risque existe quand même, non? Oui, mais le risque principal quand on investit sur le long terme et de façon diversifiée, ce n'est pas de tout perdre, sauf catastrophe mondiale, mais là tout le monde perd. Le risque, c'est la volatilité, les hauts et les bas. D'accord. Et un patrimoine important peut normalement absorber cette volatilité. En revanche, choisir un placement à 0 ou à 1% quand l'inflation est là, c'est la certitude mathématique de perdre du pouvoir d'achat année après année. C'est une perte lente mais sûre, en fait. Exactement. L'analyse est même assez dure. Elle qualifie cette gestion en bon père de famille systématique. Vous savez, les fonds euros en assurance vie, très populaires en France, garantis mais à faible rendement.
Elle qualifie ça sur des décennies d'imposture intellectuelle. C'est fort comme terme. Pour illustrer ça, il y a une petite histoire dans l'analyse, je crois, avec deux frères. Oui, une fable très parlante. Deux frères, 20 ans, reçoivent 10 000 euros chacun. Ok. Le premier frère, c'est le prudent, le fameux bon père de famille. Il place son argent, sagement, il obtient du 4% net par an pendant 50 ans. Ce qui est déjà pas mal. 4% net. C'est correct, oui. Au bout de 50 ans, il se retrouve avec environ 71 000 euros. D'accord. Et le deuxième frère? L'inconscient. Hmm. Lui, il fait n'importe quoi, en apparence. Il met tout sur 5 actions très risquées. La poisse, 4 fonds faillites. Il perd 8 000 euros sur ses 10 000. Oi, il lui reste 2 000 euros. Voilà. Mais la cinquième action, elle marche bien, hein. Elle fait du 10% net par an. C'est une bonne performance, type indice S&P 500. Mais rien d'absolument extraordinaire non plus. Ok, 10% sur les 2 000 euros restants. Exactement. Et alors, le résultat après 50 ans? Bah, moins que le premier, j'imagine. Eh bien non. Le frère inconscient, même en ayant perdu 80% de ce capital au départ, finit beaucoup plus riche. Ces 2 000 euros placés à 10% par an deviennent environ 235 000 euros, même après impôt. Quoi? C'est énorme la différence. C'est la magie des rendements composés sur le très long terme. Un rendement plus élevé, même sur une base plus petite, et après des pertes, finit par écraser un rendement faible, même s'il est sûr. C'est une leçon puissante, ça. Donc si on résume les points clés de cette exploration, la disparition rapide de ces grandes fortunes, ça tiendrait à deux choses principales. C'est ça. D'un côté, des dépenses trop élevées par rapport à ce que le capital peut réellement générer durablement une fois qu'on compte l'inflation, la division, les impôts. Oui, le train de vie qui n'est pas soutenable. Et de l'autre côté, une stratégie d'investissement trop conservatrice, trop prudente, dictée par une peur excessive de la volatilité, qui empêche d'obtenir les rendements nécessaires sur le long terme. C'est exactement la conclusion de l'analyse. Ces deux facteurs combinés sont dévastateurs pour la pérennité d'un patrimoine sur plusieurs générations. D'accord. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion finale. Cette obsession de protéger le capital à tout prix, de refuser la moindre fluctuation, eh bien, paradoxalement, elle mène à sa perte en valeur réelle sur le long terme. C'est le paradoxe de la sécurité? Voilà. Alors, on peut se poser la question, finalement, le vrai risque pour une fortune importante, n'est-ce pas cette frilosité elle-même, ce refus d'accepter une certaine dose de volatilité pour aller chercher les rendements indispensables? Quelle part de risque est nécessaire, en fait, pour qu'un patrimoine traverse les âges? C'est toute la question. Voilà, je pense, une bonne matière à réflexion pour